Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez, c'est Tête à tête avec Jean-Emmanuel Pierre. Et ce soir, j'ai un invité spécial. Plusieurs d'entre vous m'avaient déjà demandé pourquoi je ne l'avais pas encore invité. C'est parce que je n'ai pas à l'inviter. Et ça fait 20 ans qu'on joue. Jouer est un terme propre parce qu'on intervient sur des sujets très sérieux dans des conférences et ailleurs. Mais c'est le bon cop, le bad cop. Lui, c'est le bad cop, comme vous pouvez l'imaginer. Moi, c'est le bon cop. Et c'est avec plaisir que nous allons parler de la situation en Haïti aujourd'hui. On aura l'occasion d'aborder d'autres sujets certainement avec notre invité. Mais ce soir, se concentrer sur Haïti, notre Haïti chéri, pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est, comme vous pouvez le voir aussi, on était en train de discuter un peu, on s'est dit on va faire une émission. Hein? Mais à bâton rompu, il n'y a rien de spécifique. Ce sont des conversations que nous avons déjà eues, que nous sommes en train de prolonger. Docteur Jean Fizemé, bonjour, bonsoir. Bonsoir Pierre, quel bonheur de partager ton plateau aujourd'hui. Jean, on va aller directement sur le sujet, Hmm. qui est la situation en Haïti qui se détériore de jour en jour. Là, on parle de dizaines de victimes par jour parce que c'est une situation qui était concentrée sur Port-au-Prince. Évidemment, le point critique, c'est Port-au-Prince, mais c'est partout à travers le pays. Le pays est en train d'être sous le contrôle des gangs armés et la communauté internationale vers qui des regards étaient tournés, aujourd'hui, quasiment ferme la porte. Hmm. Première question, Jean, Haïti est-elle seule? Non, Haïti n'est pas seul. Haïti est aimé d'un certain nombre de pays qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne pense. Sauf que lorsqu'on parle de, je vais te utiliser ta formule, même si elle est de moins en moins la mienne, communauté internationale, sauf que lorsque les dirigeants haïtiens et les élites traditionnelles haïtiennes, entendant les élites intellectuelles, parlent de la communauté internationale, elles ont les yeux rivés essentiellement sur les pays occidentaux, les plus bruyants, les États-Unis, la France et depuis une vingtaine d'années la France, enfin le Canada. Haïti n'est pas seul. Le problème, c'est que ce à quoi nous assistons, tu le dis sur tes divers plateaux, sur tes divers micros, ce à quoi nous assistons est certes multifactoriel, mais il y a une part d'ingénierie sociale là-dedans. En sorte que je persiste à croire que le problème d'insécurité, pour grave qu'il soit ce problème, est le symptôme d'un problème plus grave qui est un programme de gouvernance politique. En sorte que si on veut résoudre le problème de l'insécurité, il faut remonter à sa source, c'est-à-dire à la source de la gouvernance politique de ce pays. Gouvernance politique, c'est vrai, ça c'est une façon de responsabilité, de Mm-hmm. responsabiliser les dirigeants haïtiens. Mais en même temps, Jean, est-ce que dans un contexte d'assistanat complet, dans un contexte où, parce que ça a toujours été le cas, où on a généré dans les rapports avec l'international une dépendance quasi complète, que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau des interventions à faire, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est le moment de repenser la dynamique de la gouvernance ou bien faut-il passer à autre chose et reconsidérer le Mm. fonctionnement des institutions, reconsidérer la question de la gouvernance? Bon, d'abord, euh, c'est toi le journaliste et je te sais très appliqué
en matière de mémoire journalistique. Nous sommes amis depuis 20 ans, mais nous nous pratiquons mutuellement depuis 20 ans. Donc, je connais tes très grandes capacités en matière de suivi journalistique. Euh, Tu as dit presque toujours, en réalité, cette dépendance quasi totale d'Haïti vis-à-vis de l'international ne date que de 20 ans. Parce que jusqu'au dernier coup d'État de Jean-Bertrand Aristide en 2004, si on remonte maintenant le fleuve du temps de l'histoire d'Haïti, on n'a pas toujours eu cette dépendance de l'international. Moi-même, enfin, toi et moi, nous sommes de la même génération, nous avons grandi, nous sommes nés sous une dictature, nous avons grandi dans cette dictature, mais il y avait quand même, pendant la période des deux Duvalier, père et fils, une certaine tenue vis-à-vis d'une certaine frange de la communauté internationale, en sorte que les gouvernements d'Haïti, je pense à Jean-Claude, je pense à Aristide, mais avant Jean-Bertrand Aristide, je pense à Leslie Maniga. Ces trois gouvernements, pour ne citer qu'eux, on aurait pu remonter un peu plus avant, on aurait pu remonter à Magloire, on aurait pu remonter à Estimé, mais ces gouvernements se disaient, oui, Haïti a toujours fait partie d'une vie internationale, mais Haïti se gardait quand même une marge pour négocier les termes de la coopération. Et j'aime bien le mot assistana, car c'est de cela qu'il s'agit. Sauf qu'au cours des 20 dernières années, nous avons assisté à un jeu de dupes, jeu au terme duquel les gouvernements haïtiens ont accepté comme une fatalité le poids des États-Unis, le poids de la France et depuis 20 ans le poids du Canada. Donc, nos gouvernements ont accepté comme une fatalité, c'est-à-dire comme quelque chose d'incontournable de se soumettre à ces trois pays-là. Et ces trois pays-là, précisément parce qu'ils ont intérêt à ce que Haïti soit une espèce de territoire transnational, eh bien, ils font en sorte que par la subvention de certains ministères, par la subvention d'à peu près tous les programmes, eh bien, ces pays-là ont fini par faire en sorte que nous soyons complètement dépendants d'eux. Mais tu notes que dans la nomenclature de la responsabilité, j'ai commencé par dire que les dirigeants haïtiens ont accepté, ont intégré comme une fatalité le poids de ces trois pays-là. Et puisqu'ils l'acceptent, eh bien, ces trois pays-là, n'est-ce pas, un beau jeu aussi de maintenir, d'accentuer, d'intensifier leur mainmise sur ce pays. Il faut casser cela. Cependant, quand je dis il faut casser cela, il y a une expression toute québécoise, notre Québec d'accueil où toi et moi vivons depuis plusieurs décennies maintenant, il y a une expression toute québécoise qui se formule ainsi. On peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Quand nous sommes dans une situation aussi pressante, aussi urgente que celle dans laquelle Haïti se retrouve, bien sûr qu'il faut établir un certain ordonnancement des choses, mais je ne vois pas de contradiction à ce que, suivant mon diagnostic, on puisse changer l'équipe politique qui se donnera pour priorité de régler le problème de sécurité. Les experts que nous recevons sur nos plateaux respectifs nous disent que ce n'est pas un problème insoluble. L'affaire, c'est qu'il y a une commande politique à ne rien faire. Le dernier exemple, Pierre, c'est une écrivaine que toi et moi apprécions. Nous l'avons pratiquée comme amie. Ne voilà-t-elle pas ministre de la Justice et de la Sécurité publique? Et normalement, c'est un ministère régalien. Voilà celle qui est garde des Sceaux et qui est en même temps ministre de la Sécurité publique, a littéralement dit à ses concitoyens, écoutez, ce n'est pas illégal de se défendre contre l'attaque des bandits. Au fait, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu de démission. Or, c'est précisément cette démission-là qui est une commande politique à ne rien faire. Or, lorsque vous avez des gens qui sont payés pour accomplir une mission, un travail qu'ils refusent ou sont incapables de faire, eh bien, il faut tout simplement les congédier
les remplacer par une équipe compétente, une équipe patriote, une équipe incorruptible qui s'imposera pour tâche première de régler le problème d'insécurité. Bon, et là, je reviens encore, Jean, à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que tu as des dirigeants qui, c'est vrai, tu l'as évoqué, ces dernières années, ont été désignés, ont été élus aussi. Cette communauté internationale très restreinte, et je suis d'accord avec toi, sur plus un triumvirat qu'autre chose. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une dépendance aggravée parce que il faut que nos auditeurs comprennent que l'interdépendance est inévitable, l'interdépendance est une réalité. Avec un monde qui est devenu un village global. Mais là, tu as des dirigeants qui ont été, dans certains cas, nommés par l'international et qui finalement, puisque ce sont des gens qui sont mis là avec probablement une mission très spécifique, cet international, on a l'impression, n'a plus besoin de s'occuper d'Haïti. Une espèce d'occupation intérieure et tout ce dont j'ai besoin, tout ce que je vais l'avoir. Donc, il y a un exercice que je n'ai pas besoin de faire. Et c'est l'impression qu'on a en ce moment que l'international n'a même plus besoin de protéger ce que les Américains appelaient the backyard, l'arrière-cour. Et ce qu'il y a en ce moment, c'est qu'on n'a pas de perspective très claire. En matière de perspective politique, il n'y a pas de problème. Il y a des groupes qui sont organisés. Il y a un consensus. Je ne veux pas faire de spécificité. Mais il y a de plus en plus de groupes qui se retrouvent, etc. Mais Jean, qu'est-ce qu'on fait de cette communauté internationale qui, par exemple, l'autre jour, s'est contentée tout simplement de venir donner sa bénédiction à Ariel? Mais voilà. Le constat est là, c'est un constat d'échec. Pourtant, on persiste et signe à le garder en place. Alors, très bien. Maintenant, je te sais très sensible au nécessaire jeu d'équilibre qui doit se faire entre l'Haïti du dedans et l'Haïti du dehors, ce qu'on appelle peut-être de manière générique la diaspora. Et c'est probablement là que la diaspora doit jouer un rôle crucial, un rôle cardinal dans le contexte actuel. Regarde. Et j'aime t'entendre pour plusieurs raisons, tu es élégante, tu es érudit, etc. Mais il y a une formule qui est tienne. Tu dis, je ne me sens pas légitime à dire aux Haïtiens du dedans qu'ils ne doivent pas demander, c'est pas le mot invasion, l'aide militaire. Une coopération en matière de coopération militaire. C'est très bien. Et je les comprends parce que entre nous, hélas, ce sont nos frères de l'intérieur qui reçoivent les menaces, les injonctions de Tilapli. Qui sont tués, qui sont kidnappés, qui sont décapités. Ils font face à l'horreur tous les jours. Voilà. Toutefois, nous, les Haïtiens du dehors, j'évite le mot diaspora, nous avons un rôle crucial à jouer dans ce sens-là. Dans le sens que on ne va pas demander à Ariel de parler de manière horizontale à Justin Trudeau, à Biden ou à que sais-je encore. Mais toi et moi pouvons faire ce travail. Dans le sens que nous savons comment fonctionne la politique canadienne, la politique états-unienne, pour ne citer que ces exemples-là. Trudeau devra se rendre devant l'électeur d'un instant à l'autre, puisqu'il est à la tête d'un gouvernement minoritaire. Biden devra le faire dans 2 ans. Et c'est l'électeur, justement, qui renouvelle le mandat des élus. OK. Haïti est sur la map de l'agenda actuel. Regardez, Biden sera au Canada dans quelques jours et l'un des points à l'ordre du jour, c'est le dossier d'Haïti. Sauf que il se contente d'aborder le dossier d'Haïti tel que Ariel le leur présente.
Alors que le point de vue d'Ariel, c'est aussi leur point de vue, puisqu'Ariel, c'est leur poulain. Essayons d'imaginer un Pierre-Emmanuel, un Jean-Fils Aimé, qui se mêlait du débat en disant, écoutez, Haïti a toujours fait partie de la vie internationale, et d'autant qu'aujourd'hui, tu l'as dit, le monde est devenu un village global, mais on ne peut pas maintenir ce type de relation malsaine, malsaine pour relation, en s'imaginant, exemple, que, écoutez, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a même plus besoin euh, de travailler à effectuer quelques changements en Haïti. De toute manière, Haïti, c'est notre territoire transnational, car c'est de cela qu'il s'agit. Il n'y a pas d'État, l'État s'est effondré. Les dirigeants haïtiens sont placés là, soit par un tweet, ou ils sont nommés, dans le cas de Michel Martelly, pour ne prendre que ces exemples-là. Or, il nous faut changer cette dynamique-là. Que voulons-nous? Que méritons-nous en tant que peuple haïtien? Nous méritons un pays qui fonctionne avec décence, c'est-à-dire un pays à la tête duquel la population place elle-même des dirigeants. Un pays qui ne rend pas compte à Justin Trudeau, à Joe Biden, à Emmanuel Macron comme à des tuteurs, mais un pays qui collabore avec ses voisins, car il y a moyen de collaborer de manière saine, chacun en fonction de ses propres intérêts. Mais, Pierre, puisque tu as évoqué le problème de sécurité, c'est une vérité de la palisse que de le rappeler. Haïti ne fabrique pas d'armes, Haïti ne vend pas d'armes, et pourtant, toutes les données sont là. Même le dernier document des Nations Unies en la matière le dit, 90% des armes qu'on retrouve en Haïti, avec lesquelles on tue, on kidnappe, viennent des États du sud des États-Unis. Et Pierre, tu le sais, cite-moi un seul nom, une seule personne qui a été arrêtée aux États-Unis parce qu'elle tente de faire entrer des armes illégalement en Haïti. Or, le commerce illégal des armes, c'est un commerce transnational. Haïti, à elle seule, ne saurait gérer le trafic international des armes. Et toi et moi connaissons la route par laquelle passent ces armes-là. Il y a eu deux ou trois arrestations, mais des signifiants. Comment? Il y a eu deux ou trois arrestations, mais des Oui, mais bien signifiants. sûr. Bien sûr. Mais ça n'empêche guère les armes de pulluler en Haïti. Prenons un dernier exemple. Pour te prouver à quel point ce que tu appelles l'international, ici dans le cas du Canada, le Canada se moque des Haïtiens. Notre ami commun Frédéric Guaron a partagé avec moi le tweet de la ministre de la Défense du Canada qui s'est vantée du fait que les deux bateaux de la Marine royale du Canada qui ont été dépêchés dans les eaux territoriales haïtiennes sont retournés au Canada après avoir accompli leur mission. Quelle a été leur mission? Sébastien Carrière l'avait dit, cette mission. Leur mission a été de perturber le travail des bandits entre nous. S'il est un moment, ce n'est pas parce que c'est drôle que j'en ris, c'est plutôt parce que c'est triste. S'il est un moment où les bandits ont été enhardis, où les bandits se sont crus tout permis, c'est précisément au cours des dernières semaines. Au cours des dernières semaines, le Canada a envoyé avec trompette et tambour son avion Aurora, soi-disant pour recueillir des renseignements, tandis qu'Aurora se retrouvait sur le sol haïtien, les bandits allaient de maison en maison sommer les gens de laisser leur domicile. Ils n'ont jamais été perturbés. Donc, alors ils n'ont jamais été aussi arrogants non plus. Mais voilà. Donc, de deux choses l'une. Si Sébastien Carrière, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, nous disait que ces bateaux-là et cet avion ont été sur le territoire ou dans les eaux territoriales d'Haïti pour perturber les bandits, eh bien, les bandits n'ont pas été perturbés. Donc, il y a là un jeu malsain qui consiste à dire, regardez, jusqu'à ce que la majorité d'entre vous, les Haïtiens, vous veniez quasiment à genoux nous supplier de nous sauver de cet incendie-là, de cette insécurité-là, eh bien, on va continuer à laisser
pourrir la situation. Je veux être cohérent. Je ne souhaite pas, ça c'est clair. Hein? Encore une fois, j'ai même mon point de vue, c'est le mien, mon point de vue d'un Haïtien qui vit à l'extérieur d'Haïti, qui n'aime pas Haïti moins que les autres, hein, mais qui accepte de dire, écoutez, j'ai un certain recul que mes frères d'Haïti n'ont pas, à tort ou à raison. Je dis, est-ce qu'il me faut de la coopération? Oui, pour nous sortir de cela. Mais la coopération, je refuse qu'elle vienne, la coopération militaire, j'entends, je refuse qu'elle vienne du Canada, des États-Unis et de la France. Je vais te prendre un exemple, Pierre. Le 17 septembre dernier, je pense que c'était, on était à l'ouverture officielle de la 77e Assemblée générale des Nations unies. En prélude à cette ouverture officielle, Ariel Henry a fait appel à 3 experts haïtiens que toi et moi connaissons, mais que je ne vais pas nommer. Il leur a dit, écoutez, tu te souviens, en septembre, les cas de kidnapping s'accéléraient, s'intensifiaient, etc. Et Ariel Henry a fait appel à 3 experts. Il leur a dit, mais soumettez-moi un plan pour juguler cette affaire. Les 3 hommes lui ont dit, Monsieur le Premier ministre, il nous faut de la coopération, mais ne serait-ce que pour la symbolique de la chose, les 3 pays occidentaux auxquels on réfère en général pour régler ce problème-là ont mauvaise presse chez nous. Il y a moyen de coopérer avec d'autres pays dans un paradigme sud-sud. Il dit, OK, d'accord, soumettez-nous quelques noms. Et je sais que ces 3 hommes sont entrés en pourparlers avec d'abord le chef de l'État de ces 3 pays-là, ensuite les divers chefs des armées de ces 3 pays qui ont dit, bien sûr, nous mettrons un point d'honneur à venir coopérer avec l'État haïtien pour juguler ce problème. Enfin, Ariel Henry, texto, a dit, écoutez, bon, je ne peux pas prendre seul la décision, je vais en parler à la très détestable à mes yeux, comment elle s'appelle, Madame Lalime. Madame Lalime a dit, ah, d'accord, c'est une idée, hein? Je vais en parler à mon chef de pupitre au département d'État. Et ils se sont donné rendez-vous en marge justement de l'ouverture officielle de la 77e Assemblée des Nations Unies au local des Nations Unies à New York. Et là, il y avait une réunion par Zoom entre ces 3 hommes et les 3 chefs d'État, les 3 chefs des armées de ces 3 pays africains en question. Ils étaient en pleine réunion, Pierre, lorsque l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies est venue dire non, ça y est, circuler, les États-Unis décident qu'on va y aller avec le Canada qui devra assumer le leadership de cette affaire de sécurité. On ne veut pas de ces pays africains. Donc, tu vois, qu'Haïti ait besoin de coopérer, je veux bien. Nous ne pouvons pas nous en sortir seuls, puisque selon les données, une grande part de notre police est corrompue, elle aussi. Elle est gangrénée par cette affaire de kidnapping, etc. Mais suis-je condamné, moi, à me tourner à chaque fois vers le Canada, la France et les États-Unis? Non, c'est un non possumus pour moi. Et là, ce que tu évoques, Jean, oui. nous ramène à quelque chose de plus concret, c'est-à-dire, quand je dis de plus concret, c'est-à-dire de plus officiel par rapport à, je connais tes contacts, les coulisses, etc. Oui, bien sûr. De manière officielle, il y a eu une rencontre entre Ariel Henry et le ministre des Affaires étrangères du Salvador. Oui, voilà. Et qui est en train de mener une guerre, on dira ce qu'on voudra, efficace, au Salvador, des milliers de personnes en prison, de membres de gangs, etc., qui sont en prison. On fait le tri après, et il a dit, le Salvador est prêt à venir participer dans cette bataille contre les gangs. Mais comme les États-Unis et d'autres, les États-Unis en tête disent que c'est les Américains en tête disent que c'est une campagne pour la Russie correcte et pointe du doigt l'administration de Bukele. Aujourd'hui, on n'a plus entendu parler de ça, alors qu'il est question quasiment d'installer un bureau
Absolument. Du Absolument. Salvador dans la perspective de cette gestion. Mhm. La question aujourd'hui, Mhm. euh, est-ce que Haïti gagnerait? Parce qu'en même temps, il faut systématiquement, de la mise en perspective, Mhm. regarder aujourd'hui, c'est-à-dire cette gestion quotidienne qui Mhm. est extrêmement difficile, sinon impossible Mhm. pour les gens. Euh, Mhm. Est-ce qu'il faut poser le problème en ce moment? Parce qu'on ne peut pas, Jean, dans une situation de dépendance générale, Mhm. poser la problématique de la souveraineté. Je crois que c'est un combat qu'il faudra mener de l'autre côté de On ce est qu'il d'accord. faut Je suis réussir. d'accord. Mais voilà, tu es très élégant et très habile dans ta façon de mettre les choses. Regarde, je n'ai pas dit que la priorité d'aujourd'hui, c'est la reconquête de notre souveraineté. Non. J'ai dit, puisque l'insécurité, c'est un symptôme d'un problème politique, changeons l'équipe politique. Pierre, je te connais, tu es politologue, etc. Et surtout très versé dans ce qu'on appelle la réelle politique. C'est Napoléon Bonaparte que j'aime pas, mais qui a eu raison de dire que les relations internationales d'un État sont définies en partie par son positionnement géographique. Nous sommes à côté, hélas, des États-Unis d'Amérique. Donc, qu'on le veuille ou non, notre politique étrangère doit tenir compte de cet éléphant malveillant. Mais Pierre, regardons. Imaginons une autre équipe politique. Imaginons, faisons de la politique fiction, un Pierre-Emmanuel qui est chancelier haïtien, qui est politologue, qui s'y connaît très bien en histoire et qui se dit, écoutez, je ne veux pas mécontenter les États-Unis, je n'ai pas les moyens de mécontenter les États-Unis, mais je ne peux non plus accepter comme une fatalité de me faire traiter comme un territoire transnational par les États-Unis, même dans des missions aussi fondamentales que celle qui consiste à protéger ma population. Qu'est-ce qui m'empêcherait, Pierre, d'aller voir les pays voisins avec qui j'aurais développé des liens particuliers et à qui je demanderais de venir coopérer avec moi pour résoudre le problème de sécurité. D'autant que, tu l'as dit, les États-Unis, le Canada, la France, pays traditionnels vers lesquels nos élites traditionnelles et l'équipe très paresseuse d'Ariel Henry se tournent, ces trois pays-là se foutent de notre gueule. Passe-moi la formule. Qu'est-ce qui empêcherait un Pierre chancelier de dire, écoutez, on va faire montre de réalisme politique, on ne va pas faire appel à la Russie, ce serait comme déclarer la guerre aux États-Unis, mais on peut faire appel à des pays voisins. Je ne parle même pas de Cuba, parce que ce serait comme réveiller le spectre de la guerre froide. Nous savons à quel point les États-Unis gardent une blessure viscérale de ce que Castro leur a fait en 59. Mais qu'est-ce qui empêcherait un Pierre? Comment? Dans le contexte de guerre en Ukraine. Voilà. Mais qu'est-ce qui empêcherait un Pierre de faire ce qu'on appelle la diplomatie, n'est-ce pas, du va-et-vient, d'aller voir, n'est-ce pas, les dirigeants du Salvador, de calmer les États-Unis pour leur dire, écoutez, ce n'est pas un bébé qu'on veut vous faire dans le dos, mais on veut accentuer, ne serait-ce que pour la symbolique de la chose, nos rapports avec nos voisins et surtout nos voisins afro-descendants. Pierre, je le prends comme une insulte, l'image de Blancs qui viennent toujours sauver des Noirs. Nos frères africains ont accepté ça pendant, ma foi, une soixantaine d'années. On voit là le Mali qui a sorti la France, qui l'aurait dit il y a une dizaine d'années, qui a sorti la France de ses pattes et qui a révoqué cette affaire de 13 accords secrets que De Gaulle leur avait entré dans la gorge. OK? Donc, maintenant. C'est un réveil et c'est bon le fait d'évoquer ce réveil africain. C'est un réveil qui dit quoi? Qui dit que dans un contexte d'exploitation historique, aujourd'hui, on a encore des perspectives par rapport à des gens qui veulent venir profiter, qui veulent venir exploiter. Et c'est la situation en Haïti. Un autre jour, Jean,
on n'aborde pas la question des richesses d'Haïti. La question du fait que le blanc aime Haïti, mais adore Haïti. Son problème, ce sont les Haïtiens. Absolument. Donc, on va regarder ça dans une perspective plus en profondeur, mais j'ai aimé l'approche sur le fait que diversifions la coopération. Voilà. Okay? C'est vrai qu'il y a une très grande influence de la part de cette communauté internationale, une grande influence par rapport aux pays de la région aussi. Mais il y a des domaines de coopération et je te rejoins là-dessus, comme par exemple le fait qu'on dit qu'on a un embargo sur les armes pour ne donner à toute une promotion entière de la police nationale des armes. C'est une promotion qui ne possède pas d'armes de poing pour faire son travail. Est-ce qu'on peut se tourner? René Préval, entre autres, l'a essayé à un certain moment, la coopération en ce sens avec le Brésil. Les gens ne portaient pas de 9 mm, ils ne portaient pas les 9 mm américains, ils portaient des ADP, fabrication brésilienne. En termes de perspective, selon toi, dans l'immédiat, si c'est difficile et on se rend compte que c'est difficile, ce qu'on peut faire, parce que c'est le quoi faire là en ce moment. Ah oui, bien sûr, le quoi faire, Pierre. Le quoi faire, je veux pas insulter les gens sont en train de s'organiser. Ah oui, bien sûr, Pierre. Le quoi faire, Pierre, et c'est pour ça que j'insiste que c'est d'abord un problème politique, et tu le sais que c'est un problème politique d'abord. Le symptôme, il est éléphantesque, il est gargantuesque, parce que, mec, écoutez, tu as évoqué les chiffres terribles de kidnapping au quotidien, mais Pierre, Généus est notre chancelier. Que fait-il sinon que de demander à l'international de nous envahir? L'ancien chef de la police, c'est vraiment une blague, hein? L'ancien chef de la police, Léon Charles, qui était chef de la police au moment où on a assassiné le président Jovenel, est maintenant ambassadeur à l'OEA. Que fait-il? Il demande une évasion. Celui qui est à Washington, bullshit, il demande une évasion. Rodrigue Jean demande une évasion. En réalité, là, et est-ce que vous demandez, il demande l'invasion rien qu'aux 3 pays de l'Occident. Il y a des pays de l'Afrique, Pierre, qui ont connu des problèmes de terrorisme, qui ont connu des problèmes de morcellement de leur territoire et qui en sont venus à bout, ne serait-ce qu'au niveau de la symbolique. Pourquoi on n'irait pas voir quelqu'un du Mali? Pourquoi on n'irait pas voir le Burkina Faso? Pourquoi on n'irait pas voir, tenez, Pierre-Emmanuel, tu as parlé du El Salvador tout à l'heure, pourquoi on n'irait pas voir des pays de la région, la Jamaïque s'était proposé par exemple, qui sont passés par des problèmes de gangstérisation terribles. Et c'est ce qui me donne l'espoir. Pierre, tu te souviens, dans les années 90, en Algérie, des bombes pétaient tous les jours. La Colombie, Pierre, a fait face à des problèmes de kidnapping et d'assassinats, n'est-ce pas, spectaculaires pendant des années avec les FARC, pas vrai? Eh bien, aujourd'hui, est-ce que la Colombie ne contrôle pas son territoire? La Jamaïque, les gens l'oublient. La Jamaïque, dans la région, c'est le pays le plus dangereux en matière d'assassinats spectaculaires, etc. Et pourtant, la Jamaïque a un État qui continue de fonctionner. Pourquoi? Pourquoi avec une équipe politique verticale, compétente, qui rendrait des comptes à sa population, pourquoi cette équipe-là ne se tournerait pas vers une coopération sud-sud et dirait, voici nos besoins. Prenons un exemple à contrario. L'État haïtien, si État il y a payé quelque chose comme 12 ou 14 millions à l'État canadien, enfin à une compagnie canadienne pour des blindés. Et tu connais la petite histoire, le Canada n'a pas d'expertise dans cela. OK? Le pays qui était censé nous vendre, n'est-ce pas, ces blindés, c'était la Corée du Sud. Sébastien Carrière a grenouillé pour avoir ce contrat au profit d'une entreprise chez lui. Et là, il avait promis que dans les prochaines semaines, les blindés seraient livrés, etc.
À chaque fois qu'on nous donne un blindé, c'est un blindé de nègre qui tombe en panne dans les 24 heures suivant son utilisation. Entre-temps, le Canada donne des léopards. On achète, on nous vend des chars de nègres et le Canada donne des léopards à l'Ukraine et on n'entend pas dire qu'ils tombent en panne. Et le pire, ce qu'il y a de plus insultant dedans, les soi-disant dirigeants haïtiens ont à ce point intégré l'esprit du colonisé qu'ils n'osent même pas rouspéter, qu'ils n'osent même pas, si vous voulez, faire valoir leurs droits vis-à-vis du Canada, qui n'a pas livré, qui n'a pas tenu sa promesse. Entre-temps, et donc, notre police est sous-armée. Tu l'as dit tout à l'heure, hein? Il y a un embargo officiel sur les armes qu'on peut livrer à notre police, et pourtant, des armes de guerre sillonnent les rues d'Haïti. Selon les chiffres de Mme Lalime, plus de 600 000 armes de guerre, ça c'est sans parler des munitions, etc. Et vous notez que, et note quelque chose, Pierre, hein, le problème est politique, on l'a vu. Après l'assassinat de Jovenel, ces trois pays-là, qu'on appelle improprement la communauté internationale, n'arrêtaient pas de dire, écoutez, il faut qu'il y ait un accord inclusif, etc. Toi et moi, nous avons nos réserves vis-à-vis de l'accord Montana, mais nous devons reconnaître, intégrité intellectuelle oblige, que c'est l'accord qui est allé le plus loin en termes de consensus. Brian Nichols, les envoyés spéciaux des États-Unis, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, ils ont tout fait pour saper Montana. Et là, ils trouvaient que Montana n'était pas assez inclusif. Là, ils nous viennent avec un HCT qui réunit 3 personnes. Il y a d'ailleurs un fils défiguré de Montana. Absolument, mais un fils dénaturé, défiguré, mais avec 3 personnes. C'est-à-dire, Montana est venu avec une structure, une infrastructure. Ils se sont donné la peine d'aller voir les diverses organisations du pays. Montana a organisé une élection, n'est-ce pas, très transparente. Et là, on nous sort un HCT avec 3 personnes. Et ça, c'est inclusif. Et là, lors de l'installation du HCT, c'est le Haut Conseil de trahison. De transition. Trahison. C'est la malice. Donc, le Haut Conseil de transition réunit et englobe 3 personnes et pourtant l'international, enfin, le Canada, les États-Unis et la France applaudissent. Autre chose. Selon la lettre de la Constitution, la nomination des juges à notre Cour suprême, à notre Cour de cassation, est une prérogative présidentielle. Il n'y a pas de président, on devrait se garder une petite gêne d'en nommer. Ariel n'est pas président, il est Premier ministre, mais il ne détient ni légitimité constitutionnelle, ni légitimité populaire. Il nomme 8 juges, dont l'ex-femme du secrétaire général de son palais, et la nomination étant faite par Ariel, ce qui est illégal et inconstitutionnel, les mêmes États-Unis, le même Canada, la même France applaudissent à cette nomination. Ils sont en train de nous maintenir dans une situation d'instabilité politique en avalisant légitimement des gens qui n'ont aucune légitimité populaire. C'est pour ça que je dis, Pierre, faisons un petit peu de politique fiction. Il y a une autre équipe. Demain matin, il y a un message subliminal qui est envoyé à la population, à savoir que désormais, ISO ne pourra plus continuer à narguer les gens, à faire de la musique, à voler de jour, tuer l'après-midi et enregistrer ses chansons le soir. Non. Il faut que la population reprenne confiance en ses dirigeants et rends-moi fou, sage Pierre, ce n'est pas avec Ariel Henry ou bien avec Emily Prophète ou les autres guignols qu'on va envoyer ce message à la population. C'est pour ça qu'il faut congédier ces gens-là. Le problème, il est d'abord politique. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'hypocrisie de la substitution. C'est-à-dire que cette communauté internationale, je sais que tu trouves que c'est un terme propre. Parce qu'il y a 193 pays aux Nations Unies. Cette communauté internationale états-unienne, oui. et qui a toujours joué
par rapport à Haïti, de la substitution. C'est-à-dire, Mhm. finalement, on ne s'est même pas gêné à concocter des élections ces derniers temps. On s'est contenté de nommer des gens. Oui. Et Mhm. du jour au lendemain, c'est ce qui m'a le plus dérangé dans les récentes sorties à la fois du Canada et des États-Unis sur Mhm. la question, brusquement, ah, c'est aux Haïtiens de décider. Mhm. Et tu l'as dit, c'est aux Haïtiens de décider. Youpi, OK? Finalement, on va aller de cette perspective de solution Mhm. qui paraît la plus consensuelle. La Mhm. Montana, par exemple, Mhm. et je veux que les gens comprennent que, comme tu l'as souligné, on est associé à quoi que ce soit. On est en train d'analyser de manière ouverte Bien sûr, et bien sûr. et en libre analyse. Penseur. Mhm. Mhm. Et tout de suite, il y a cette fabrication qui nous donne un accord à euh, le 21 décembre dernier avec Mhm. le fameux Haut Conseil de transition qui est Mhm. plus un chapeau légitime mis sur Ariel Henry par la communauté internationale. Absolument. Mhm. Et dans cette perspective de chapeau légitime, sans aucune gêne, il arrive, je parle de Brian Nichols, Mhm. soi-disant évaluer, mettre en perspective l'aide de la communauté internationale à Haïti, mais finalement, c'était pour tout simplement dire que l'accord du 21 décembre a la bénédiction de l'international Mhm. et nous ramener à cet incontournable, à cet incontournable paradigme qui veut que euh, tout passe par des élections. Même Mhm. si on tue, on kidnappe, on ne peut pas sortir de chez soi, mais tout passe par des élections. Et ce qui est intéressant, Mhm. c'est qu'on s'est arrangé, et c'est là tout le cynisme, on s'est Mhm. arrangé à la fois au niveau des autorités locales, au Mhm. niveau de l'international, pour qu'on ait 3 jours de carnaval qui se sont bien déroulés. Hélas. À ce Mhm. moment-là, on va s'en servir Mhm. pour dire que finalement, si on a pu avoir 3 jours de carnaval, on peut avoir une journée d'élection. Absolument. Et c'est dans cette perspective-là qu'on est en train de nous pousser. Oui, absolument. Mais encore faut-il que ce fût des élections, Pierre. Nous savons, tu l'as dit, Ouais. ça va être des nominations. Ils nous ont fait le coup. Ils nous ont fait le coup à combien Tu de ramènes reprises? encore à la malice populaire, pas des élections, Abs mais des sélections. abs Voilà. Donc, si c'était de véritables élections, tu as sûrement suivi cet ancien parlementaire qui a donné une entrevue, mais bon Dieu, tellement réaliste, mais tellement révélatrice de l'état de corruption De de pourriture. ce pays. Oui, c'est de pourriture, tu as raison. Ce politicien a accordé l'entrevue à cette chef d'antenne de Vision 2000, mais qui a sa propre télévision, là, qui a sa propre chaîne. Tu vois de qui je parle très bien. Suivi aussi. Voilà. Et dans cette entrevue, il a dit, mais la classe des affaires contrôle à ce point nos parlementaires que les parlementaires sont payés par eux pour voter des lois et en contrepartie, ils donnent le contrôle des douanes, le contrôle des aéroports, le contrôle de ceci, etc. Alors, tu es en train de me dire que c'est à la suite d'une élection, nomination, qu'on viendra à bout de cela. Voyons donc, Pierre. Et donc, toi et moi, nous avons reçu, hélas dans mon cas, une éducation judéo-chrétienne. Et dans la Bible, il y a ce verset que je vais citer qui dit, si le grain de blé ne meurt, l'arbre ne sort pas de terre. Tu vois, ce pourrissement de la situation devra servir à quelque chose de bon. On devra réaliser que les 3 pays tuteurs vers lesquels nous sommes traditionnellement toujours tournés se moquent de nous. Tu as parlé d'Abraham Nichols pour les États-Unis. Il faut parler de Sébastien Carrière, je le disais, qui, oui, jusqu'à la mi-novembre encore, jusqu'à la mi-novembre, Pierre, Sébastien Carrière invitait Privert à prendre la soupe chez lui. Et Privert lui a fait l'appareil jusqu'en novembre. Et là, 2 mois plus tard, ce même Sébastien Carrière a contribué, à tort ou à raison, je n'en sais rien, à faire mettre
le nom de Prévert sur une liste de sanctionnés. Tiens, toi qui es journaliste et qui suis l'actualité au quotidien, où est cette liste de sanctionnés qu'on nous avait promise et qui était censée sortir au mois de mars et on avait promis plusieurs milliers de noms? Pierre, on est en train, on est en train de dire, écoutez, oui. Plus qu'une histoire de liste allongée, parce que tu Oui. as évoqué le fait qu'on a l'impression à un certain moment que cette liste va devenir une vaste plaisante. Ah oui, bien sûr. La question. Et fais attention à ce que nos noms, nous devons faire attention à ce que nos noms ne s'y retrouvent pas. La question fondamentale aujourd'hui, Mm. à quoi sert cette liste? À rien. À quoi servent ces sanctions? Quelles sont les répercussions? J'ai entendu le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, évoquer les autres partenaires d'Haïti, à la fois les États-Unis, la Ils France, refusent de faire leur part. pour qu'il y ait un faisceau pour aller et pour qu'on puisse finalement avoir des répercussions pour qu'on puisse voir les répercussions de ces sanctions. Mais finalement, dans le concret, moi, ce que je dis, en attendant tout cet accord, toute cette entente, etc., en Haïti, il y a des gens qui meurent tous les jours. Pendant les derniers jours, il y a eu au moins une cinquantaine de morts, autant de personnes kidnappées. Qu'est-ce que cette communauté internationale, et tu sais, quand je parle d'émotions, je parle toujours d'émotions plastifiées. Qu'est-ce que cette communauté internationale est prête à céder au-delà de ses propres perspectives? Parce qu'en même temps, comme tu sais, je te dis toujours, il y a donc ce plan inavoué et peut-être inavouable. À certains moments, laissons minimalement le cynisme de côté pour voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait pour trouver une solution à cette situation. Ah oui, revenons aux sanctions. Rony Célestin, le sénateur de très sinistre mémoire, qui est impliqué dans des histoires de drogue, dans toutes sortes d'histoires d'assassinats, en tout cas sûrement dans l'importation d'armes depuis la République dominicaine vers Haïti, est soi-disant sanctionné par le Canada. Rony Célestin, c'est ce sénateur qui avait fait les manchettes au journal La Presse pour avoir acheté au comptant des maisons à plusieurs millions de dollars, entre autres à Laval. Mais sais-tu que ces maisons-là appartiennent encore à la femme de Rony Célestin? La femme de Rony Célestin habite dans l'une de ces maisons pas trop loin de chez moi. Alors, ces sanctions-là servent à quoi? Le Canada n'est même pas foutu d'appliquer ses propres sanctions chez lui. Alors, en dehors de l'effet de fumisterie, là, ça donne quoi? Si l'un des sanctionnés qui a acheté au comptant des maisons au Canada et qui avait fait les manchettes, voilà 2 ans dans le journal de La Presse, eh bien, le Canada n'a même pas saisi ces biens-là à Montréal. C'est encore sa femme et ses enfants qui y habitent. Alors, côté d'effectivité, pour les sanctions, on repassera. Tu l'as dit dans tes propos introductifs, on est en train de se moquer de nous. Et c'est à nous de nous ressaisir et de trouver nous-mêmes notre voie. Tu es pour cela. Tu es pour ça. Il nous faut trouver notre voie. Et notre voie, ce n'est pas avec les Ariel Henry qui courbent l'échine devant ces 3 pays-là, parce que c'est eux qui l'ont nommé grâce à un tweet. Il nous faut changer l'équipe politique et résoudre dès le jour 1, Pierre. Dès le jour 1, résoudre le problème politique en nous tournant vers d'autres pays qui mettront un point d'honneur à coopérer avec nous en matière d'insécurité. D'autres pays sont passés. Regarde, tu sais, j'aime comparer, comparaison n'est pas raison, tu as raison, mais je connais bien l'histoire d'Israël. Pierre, le peuple d'Israël, la nation d'Israël, l'État hébreu, aujourd'hui, depuis 47, 48, est passé par des moments pires que les nôtres. Mais à un moment donné, sa diaspora, avec les sionistes, les Theodoro Herzl, les David Ben Gurion, eh bien, ils se sont dit, écoutez,
Nous avons un territoire là. Nous avons une diaspora qui a les moyens, etc. C'est à nous désormais de reconstruire notre État. Rappelons, lorsque la diaspora juive a choisi de construire l'État hébreu, la Palestine était sous protectorat britannique, donc les Britanniques ne voulaient pas leur céder, ne serait-ce qu'une portion de territoire. Les États-Unis eux-mêmes, dans un premier temps, n'étaient pas pour la fondation de l'État d'Israël. Mais les Juifs de la diaspora étaient à ce point déterminés à se faire respecter qu'aujourd'hui, Israël est devenu un État qui compte dans la géopolitique internationale. Pierre, qu'est-ce qui empêche un Pierre? Qu'est-ce qui empêche un Jean Fils-Aimé? Qu'est-ce qui empêche un je ne sais qui d'autre de dire, écoutez là, c'est assez qu'on se serve des très hautes compétences de Pierre-Emmanuel pour faire avancer le Québec et le Canada, mais d'un autre côté, on fait tout pour maintenir Haïti dans un état de sous-humanité. Non. Je n'ai pas, moi, à choisir entre mon allégeance à mon Haïti chéri, comme tu dis, et mon allégeance au Canada. On ne demandera jamais à un juif de choisir entre son allégeance aux États-Unis d'Amérique et son allégeance à l'État hébreu. Au fait, je suis haïtien d'origine et je suis canadien de citoyenneté. Il y a moyen. Comment? Dans le cas des États-Unis, tu aurais pu prendre l'exemple du gendre de Donald Trump, par exemple. Absolument, bien Il a sûr. pratiquement mené les États-Unis vers les intérêts. Et que dire de Rahm Emanuel, qui Exact. fut l'ancien chef de cabinet de Barack Obama, qui est aujourd'hui maire de Chicago, c'est un juif. Donc, il était chef de cabinet de Barack Obama et en même temps, il n'a pas lésiné, il n'a pas marchandé son allégeance à son pays natal. Eh bien, c'est la même chose que nous devons plaider. Et j'ai comme l'impression, Pierre. Les gens doivent comprendre aussi que l'exemple de la dynamique de l'État d'Israël, parti de l'exil qu'on identifiait comme le juif errant, l'État errant, vers cet État qui est devenu assez puissant dans sa zone, dans le projet. Et les gens doivent comprendre que ce n'est pas non plus une adhésion non, bien sûr, à la politique étrangère, c'est pas ce que je suis en train de dire. Dans les territoires occupés, etc. Oui, bien sûr, que nous condamnons. Nous condamnons la colonisation sauvage du territoire palestinien par l'État hébreu. On parle du parcours de cet État. Tout à fait. Et soyons clairs, le peuple juif a toute ma sympathie, mais je condamne la politique étrangère de l'État hébreu, soyons clairs. Et en ce sens-là, je soutiens le peuple. Sur le fait que entre le peuple juif et l'État hébreu. Ah, il y a une différence, c'est clair. Donc, je parle de... Le peuple américain et l'État américain. Absolument. Toi et moi, nous avons de très grands amis juifs et qui ont une sensibilité pour la paix dans le monde, mais l'État hébreu... Avec qui nous mangeons griot et banane pesée. Et banane pesée, régulièrement. Et donc, oui, nous avons de la sympathie pour le peuple hébreu, tout comme de la sympathie pour le peuple palestinien, mais nous n'approuvons guère la politique de colonisation de l'État hébreu. C'était bien de rappeler ce distinguo. Donc, j'ai l'impression que Pierre, à un moment donné, toi, moi et les autres Haïtiens de l'extérieur devons nous fédérer pour aller parler aux autorités de nos divers pays d'accueil pour dire, écoutez, il y a moyen de contribuer au développement de notre société d'accueil tout en défendant les intérêts de notre pays d'origine. Nous en sommes là. Jean Fils-Aimé, merci d'avoir accepté d'échanger en tête à tête avec moi, mais en public. Un peu. Les gens vont nous voir de manière tellement décontractée. Absolument, parce que nous sommes des amis. Discuté il y a quelques instants et on se dit, mais pourquoi ne pas partager nos réflexions avec les auditeurs et téléspectateurs, oui, tête à tête avec Jean-Emmanuel. Et puis j'ai dit à Jean Fils-Aimé, on y va. Absolument. Et je dois te féliciter. Mais soit dit en passant, il a été très tranquille, très gentil sur mon plateau. Il demeure le bad cop et moi le bon. Oui.
Donc, tu vois, tu as réussi à me convertir en good cop, n'est-ce pas? Voilà. Mais félicitations pour ton travail. Je suis ton auditeur, tu le sais, ça ne t'étonne guère. Et tu as des invités de haut calibre. Félicitations, continue ton beau boulot et puis succès à ta chaîne là. Et puis, Jean, je redis la même chose. Je suis un de tes fidèles auditeurs, téléspectateurs, et c'est un échange que nous allons continuer. Et je Tout le crois temps. que c'est le débat que nous alimentons, c'est Mhm. pour le bien de tous. C'est toujours pour le bien de tous, dans la perspective finale, pour le bien d'Haïti. Euh, Absolument. et ça m'a fait plaisir d'échanger encore avec toi ce soir. Tu vois, tu as réussi à me calmer. Tu es tellement zen que ta zénitude m'atteint. Mais je demeure au bout, fais attention. Allez, au revoir. Courage. Allez, Jean, merci. Absolument. Merci, mesdames et Merci, Pierre. messieurs, d'avoir été là avec nous à tête avec Jean-Emmanuel. L'invité aujourd'hui, docteur Jean Fils-Aimé. Je vous invite à aller sur sa page si vous ne l'avez pas encore fait, aimer, partager. Et puis, de toute façon, on va faire du joint venture. Absolument. On va On va travailler ensemble. partager cet Absolument. échange sur nos deux chaînes. Merci, Jean. Si vous ne l'avez pas encore fait, mesdames et messieurs, likez cette émission, likez cette chaîne, partagez cette chaîne et abonnez-vous pour que vous puissiez être au courant des échanges que nous faisons sur cette chaîne. Merci, Jean. Merci, Pierre. Allez, à bientôt, hein. Au Bye. revoir. Au revoir. Bye bye.
Et donc, notre police est sous-armée. Tu l'as dit tout à l'heure, hein? Il y a un embargo officiel sur les armes qu'on peut livrer à notre police, et pourtant, des armes de guerre sillonnent les rues d'Haïti. Selon les chiffres de Mme Lalime, plus de 600 000 armes de guerre, ça c'est sans parler des munitions, etc. Et vous notez que, et note quelque chose, Pierre, hein, le problème est politique, on l'a vu. Après l'assassinat de Jovenel, ces trois pays-là, qu'on appelle improprement la communauté internationale, n'arrêtaient pas de dire, écoutez, il faut qu'il y ait un accord inclusif, etc. Toi et moi, nous avons nos réserves vis-à-vis de l'accord Montana, mais nous devons reconnaître, intégrité intellectuelle oblige, que c'est l'accord qui est allé le plus loin en termes de consensus. Brian Nichols, les envoyés spéciaux des États-Unis, l'ambassadeur du Canada aux Nations Unies, ils ont tout fait pour saper Montana. Et là, ils trouvaient que Montana n'était pas assez inclusif. Là, ils nous viennent avec un HCT qui réunit 3 personnes. Il y a d'ailleurs un fils défiguré de Montana. Absolument, mais un fils dénaturé, défiguré, mais avec 3 personnes. C'est-à-dire, Montana est venu avec une structure, une infrastructure. Ils se sont donné la peine d'aller voir les diverses organisations du pays. Montana a organisé une élection, n'est-ce pas, très transparente. Et là, on nous sort un HCT avec 3 personnes. Et ça, c'est inclusif. Et là, lors de l'installation du HCT, c'est le Haut Conseil de trahison. De transition. Trahison. C'est la malice. Donc, le Haut Conseil de transition réunit et englobe 3 personnes, et pourtant, l'international, enfin, le Canada, les États-Unis et la France applaudissent. Autre chose. Selon la lettre de la Constitution, la nomination des juges à notre Cour suprême, à notre Cour de cassation, est une prérogative présidentielle. Il n'y a pas de président, on devrait se garder une petite gêne d'en nommer. Ariel n'est pas président, il est Premier ministre, mais il ne détient ni légitimité constitutionnelle, ni légitimité populaire. Il nomme 8 juges, dont l'ex-femme du secrétaire général de son palais, et la nomination étant faite par Ariel, ce qui est illégal et inconstitutionnel, les mêmes États-Unis, le même Canada, la même France applaudissent à cette nomination. Ils sont en train de nous maintenir dans une situation d'instabilité politique en avalisant légitimement des gens qui n'ont aucune légitimité populaire. C'est pour ça que je dis, Pierre, faisons un petit peu de politique fiction. Il y a une autre équipe. Demain matin, il y a un message subliminal qui est envoyé à la population, à savoir que désormais, ISO ne pourra plus continuer à narguer les gens, à faire de la musique, à voler de jour, tuer l'après-midi et enregistrer ses chansons le soir. Non. Il faut que la population reprenne confiance en ses dirigeants, et rends-moi fou, sage Pierre, ce n'est pas avec Ariel Henry ou bien avec Emily Prophète ou les autres guignols qu'on va envoyer ce message à la population. C'est pour ça qu'il faut congédier ces gens-là. Le problème, il est d'abord politique. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est l'hypocrisie de la substitution. C'est-à-dire que cette communauté internationale, je sais que tu trouves que c'est un terme propre. Parce qu'il y a 193 pays aux Nations Unies. Cette communauté internationale états-unienne, oui. Et qui a toujours joué, par rapport à Haïti, de la substitution. C'est-à-dire, finalement, on ne s'est même pas gêné à concocter des élections ces derniers temps, on s'est contenté de nommer des gens. Oui. Et du jour au lendemain, c'est ce qui m'a le plus dérangé dans les récentes sorties à la fois du Canada et des États-Unis sur la question, brusquement, c'est aux Haïtiens de décider. Et tu l'as dit, c'est aux Haïtiens de décider. Youpi, OK? Finalement, on va aller de cette perspective de solution qui paraît la plus consensuelle. Montana, par exemple, et je veux que les gens comprennent que, comme tu l'as souligné,
on est associé à quoi que ce soit. On est en train d'analyser de manière ouverte Bien sûr, bien sûr. et en libre analyse. Penseur. Et tout de suite, il y a cette fabrication qui nous donne un accord le 21 décembre dernier avec le fameux Haut Conseil de transition qui est plus un chapeau légitime mis sur Ariel Henry par la communauté internationale. Absolument. Et dans cette perspective de chapeau légitime, sans aucune gêne, il arrive, je parle de Brian Nichols, soi-disant évaluer, mettre en perspective l'aide de la communauté internationale à Haïti, mais finalement, c'était pour tout simplement dire que l'accord du 21 décembre a la bénédiction de l'international et nous ramener à cet incontournable paradigme qui veut que tout passe par des élections. Même si on tue, on kidnappe, on ne peut pas sortir de chez soi, mais tout passe par des élections. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est arrangé, et c'est là tout le cynisme, on s'est arrangé à la fois au niveau des autorités locales, au niveau de l'international, pour qu'on ait 3 jours de carnaval qui se sont bien déroulés. Hélas. À ce moment-là, on va s'en servir pour dire que finalement, si on a pu avoir 3 jours de carnaval, on peut avoir une journée d'élection. Absolument. Et c'est dans cette perspective-là qu'on est en train de nous pousser. Oui, absolument. Mais encore faut-il que ce fût des élections, Pierre. Nous savons, tu l'as dit, ça peut être des nominations. Ils nous ont fait le coup. Ils nous ont fait le coup à combien de reprises? Tu ramènes encore à la malice populaire, pas des élections, des sélections. Voilà, donc si c'était de véritables élections, tu as sûrement suivi cet ancien parlementaire qui a donné une entrevue, mais bon Dieu, tellement réaliste, mais tellement révélatrice de l'état de corruption de ce pays. Oui, de pourriture, tu as raison. Ce politicien a accordé l'entrevue à cette chef d'antenne de Vision 2000, mais qui a sa propre télévision, là, qui a sa propre chaîne. Tu vois de qui je parle très bien. Voilà. Et dans cette entrevue, il a dit, mais la classe des affaires contrôle à ce point nos parlementaires que les parlementaires sont payés par eux pour voter des lois et en contrepartie, ils donnent le contrôle des douanes, le contrôle des aéroports, le contrôle de ceci, etc. Alors, tu es en train de me dire que c'est à la suite d'une élection, nomination, qu'on viendra à bout de cela. Voyons donc, Pierre. Et donc, toi et moi, nous avons reçu, hélas dans mon cas, une éducation judéo-chrétienne. Et dans la Bible, il y a ce verset que je vais citer qui dit « Si le grain de blé ne meurt, l'arbre ne sort pas de terre. » Tu vois, ce pourrissement de la situation devra servir à quelque chose de bon. On devra réaliser que les 3 pays tuteurs vers lesquels nous sommes traditionnellement toujours tournés se moquent de nous. Tu as parlé d'Abraham Nichols pour les États-Unis. Il faut parler de Sébastien Carrière, je le disais, oui, jusqu'à la mi-novembre encore, jusqu'à la mi-novembre, Pierre. Sébastien Carrière invitait Privert à prendre la soupe chez lui. Et Privert lui a fait l'appareil jusqu'en novembre. Et là, 2 mois plus tard, ce même Sébastien Carrière a contribué, à tort ou à raison, je n'en sais rien, à faire mettre le nom de Privert sur une liste de sanctionnés. Tiens, toi qui es journaliste et qui suis l'actualité au quotidien, où est cette liste de sanctionnés qu'on nous avait promise et qui était censée sortir au mois de mars et on avait promis plusieurs milliers de noms? Pierre, on est en train de dire, écoutez, oui. Plus qu'une histoire de liste allongée, parce que tu as évoqué le fait qu'on a l'impression à un certain moment que cette liste va devenir une vaste plaisante. Ah oui, bien sûr. La question... Et fais attention à ce que nous devons faire attention à ce que nos noms ne s'y retrouvent pas. La question fondamentale aujourd'hui,
À quoi sert cette liste? À À rien. quoi servent ces sanctions? Quelles sont les répercussions? J'ai entendu le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, évoquer les autres partenaires d'Haïti, à la fois les États-Unis, la Ils France, refusent de faire leur part. pour qu'il y ait un faisceau pour aller et pour qu'on puisse finalement avoir des répercussions pour qu'on puisse voir les répercussions de ces sanctions. Mais finalement, dans le concret, moi, ce que je dis, en attendant tout cet accord, toute cette entente, etc., en Haïti, il y a des gens qui meurent tous les jours. Pendant les derniers jours, il y a eu au moins une cinquantaine de morts, autant de personnes kidnappées. Qu'est-ce que cette communauté internationale, et tu sais, quand je parle d'émotions, je parle toujours d'émotions plastifiées. Qu'est-ce que cette communauté internationale est prête à céder au-delà de ses propres perspectives? Parce qu'en même temps, comme tu sais, je te dis toujours, il y a donc ce plan inavoué et peut-être inavouable. À certains moments, laissons minimalement le cynisme de côté pour voir concrètement qu'est-ce qui peut être fait pour trouver une solution à cette Ah situation. oui, revenons aux sanctions. Rony Célestin, le sénateur de très sinistre mémoire, qui est impliqué dans des histoires de drogue, dans toutes sortes d'histoires d'assassinats, en tout cas sûrement dans l'importation d'armes depuis la République dominicaine vers Haïti, est soi-disant sanctionné par le Canada. Rony Célestin, c'est ce sénateur qui avait fait les manchettes au journal La Presse pour avoir acheté au comptant des maisons à plusieurs millions de dollars, entre autres à Laval. Mais sais-tu que ces maisons-là appartiennent encore à la femme de Rony Célestin? La femme de Rony Célestin habite dans l'une de ces maisons pas trop loin de chez moi. Alors, ces sanctions-là servent à quoi? Le Canada n'est même pas foutu d'appliquer ses propres sanctions chez lui. Alors, en dehors de l'effet de fumisterie, là, ça donne quoi? Si l'un des sanctionnés qui a acheté au comptant des maisons au Canada et qui avait fait les manchettes, voilà 2 ans dans le journal de La Presse, eh bien, le Canada n'a même pas saisi ces biens-là à Montréal. C'est encore sa femme et ses enfants qui y habitent. Alors, côté d'effectivité, pour les sanctions, on repassera. Tu l'as dit dans tes propos introductifs, on est en train de se moquer de nous. Et c'est à nous de nous ressaisir et de trouver nous-mêmes notre voie. Tu es pour cela. Tu es pour ça. Il nous faut trouver notre voie. Et notre voie, ce n'est pas avec les Ariel Henry qui courbent l'échine devant ces 3 pays-là, parce que c'est eux qui l'ont nommé grâce à un tweet. Il nous faut changer l'équipe politique et résoudre dès le jour 1, Pierre. Dès le jour 1, résoudre le problème politique en nous tournant vers d'autres pays qui mettront un point d'honneur à coopérer avec nous en matière d'insécurité. D'autres pays sont passés. Regarde, tu sais, j'aime comparer, comparaison n'est pas raison, tu as raison, mais je connais bien l'histoire d'Israël. Pierre, le peuple d'Israël, la nation d'Israël, l'État hébreu, aujourd'hui, depuis 47, 48, est passé par des moments pires que les nôtres. Mais à un moment donné, sa diaspora, avec les sionistes, les Theodoro Herzl, les David Ben-Gurion, eh bien, ils se sont dit, écoutez, nous avons un territoire là, nous avons une diaspora qui a les moyens, etc. C'est à nous désormais de reconstruire notre État. Rappelons, lorsque la diaspora juive a choisi de construire l'État hébreu, la Palestine était sous protectorat britannique, donc les Britanniques ne voulaient pas leur céder, ne serait-ce qu'une portion de territoire. Les États-Unis eux-mêmes, dans un premier temps, n'étaient pas pour la fondation de l'État d'Israël. Mais les Juifs de la diaspora étaient à ce point déterminés à se faire respecter qu'aujourd'hui, Israël est devenu un État qui compte dans la géopolitique internationale.
Pierre, qu'est-ce qui empêche un Pierre? Qu'est-ce qui empêche un Jean-Fils Aimé? Qu'est-ce qui empêche un je ne sais qui d'autre de dire, écoutez là, c'est assez qu'on se serve des très hautes compétences de Pierre-Emmanuel pour faire avancer le Québec et le Canada, mais d'un autre côté, on fait tout pour maintenir Haïti dans un état de sous-humanité. Non. Je n'ai pas, moi, à choisir entre mon allégeance à mon Haïti chéri, comme tu dis, et mon allégeance au Canada. On ne demandera jamais à un juif de choisir entre son allégeance aux États-Unis d'Amérique et son allégeance à l'État hébreu. Au fait, je suis haïtien d'origine et je suis canadien de citoyenneté. Il y a moyen. Comment? Dans le cas des États-Unis, tu aurais pu prendre l'exemple du gendre de Donald Trump, par exemple. Absolument, bien Il a sûr. pratiquement mené les États-Unis vers les intérêts. Et que dire de Rahm Manuel, qui Exact. fut l'ancien chef de cabinet de Barack Obama, qui est aujourd'hui maire de Chicago? C'est un juif. Donc, il était chef de cabinet de Barack Obama et en même temps, il n'a pas lésiné, il n'a pas marchandé son allégeance à son pays natal. Eh bien, c'est la même chose que nous devons plaider. Et j'ai comme l'impression, Pierre. Les gens doivent comprendre aussi que l'exemple de la dynamique de l'État d'Israël, parti de l'exil qu'on identifiait comme le juif errant, l'État errant, vers cet État qui est devenu assez puissant dans sa zone, dans le projet. Et les gens doivent comprendre que ce n'est pas non plus une adhésion non, bien sûr, à la politique étrangère, c'est pas ce que je suis en train de dire. Dans les territoires occupés, etc. Oui, bien sûr, que nous condamnons. Nous condamnons la colonisation sauvage du territoire palestinien par l'État hébreu. On parle du parcours de cet État. Tout à fait. Et soyons clairs, le peuple juif a toute ma sympathie, mais je condamne la politique étrangère de l'État hébreu, soyons clairs. Et en ce sens-là, je soutiens le peuple. Sur le fait que entre le peuple juif et l'État hébreu. Ah, il y a une différence, c'est clair. Donc, je parle de... Le peuple américain et l'État américain. Absolument. Toi et moi, nous avons de très grands amis juifs et qui ont une sensibilité pour la paix dans le monde, mais l'État hébreu, c'est un État... Avec qui nous mangeons griot et banane pesée. Et banane pesée, régulièrement. Et donc, oui, nous avons de la sympathie pour le peuple hébreu, tout comme de la sympathie pour le peuple palestinien, mais nous n'approuvons guère la politique de colonisation de l'État hébreu. C'était bien de rappeler ce distinguo. Donc, j'ai l'impression que Pierre, à un moment donné, toi, moi et les autres Haïtiens de l'extérieur devons nous fédérer pour aller parler aux autorités de nos divers pays d'accueil pour dire, écoutez, il y a moyen de contribuer au développement de notre société d'accueil tout en défendant les intérêts de notre pays d'origine. Nous en sommes là. Jean-Fils Aimé, merci d'avoir accepté d'échanger en tête à tête avec moi, mais en public. Un peu. Les gens vont nous voir de manière tellement décontractée. Absolument, parce que nous sommes des amis. Discuté il y a quelques instants et on se dit, mais pourquoi ne pas partager nos réflexions avec les auditeurs et téléspectateurs, oui, tête à tête avec Jean-Emmanuel. Et puis j'ai dit à Jean-Fils Aimé, on y va. Absolument. Et je dois te féliciter. Mais soit dit en passant, il a été très tranquille, très gentil sur mon plateau. Il demeure le bad cop et moi le bon. Oui. Donc, tu vois, tu as réussi à me convertir en good cop, n'est-ce pas? Voilà. Mais félicitations pour ton travail. Je suis ton auditeur, tu le sais, ça ne t'étonne guère. Et tu as des invités de haut calibre. Félicitations, continue ton beau boulot et puis succès à ta chaîne là. Et puis, Jean, je redis la même chose. Je suis un de tes fidèles auditeurs, téléspectateurs. Et c'est un échange que nous allons continuer. Et je crois que c'est le débat que nous alimentons, c'est pour le bien de tous. C'est toujours pour le bien de tous, dans la perspective finale, pour le bien d'Haïti. Absolument.
et ça m'a fait plaisir d'échanger encore avec toi ce soir. Tu vois, tu as réussi à me calmer. Tu es tellement zen que ta zénitude m'atteint. Mais je demeure au bout, fais attention. Allez, au revoir. Allez, merci. Absolument. Merci, mesdames et Merci, Pierre. messieurs, d'avoir été là avec nous à tête avec Jean-Emmanuel. L'invité aujourd'hui, docteur Jean Fils-Aimé. Je vous invite à aller sur sa page si vous ne l'avez pas encore fait, aimer, partager. Et puis, de toute façon, on va faire du joint venture. Absolument. On va On va travailler ensemble. échanger, cet Absolument. échange sur nos deux chaînes. Merci, Jean. Si vous ne l'avez pas encore fait, mesdames et messieurs, likez cette émission, likez cette chaîne, partagez cette chaîne et abonnez-vous pour que vous puissiez être au courant des échanges que nous faisons sur cette chaîne. Merci, Jean. Merci, Pierre. Allez, à bientôt. Hein. Au Bye. revoir. Au revoir. Bye bye.